Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va commencer par de l'opéra aujourd'hui. On va vous emmener à la Monnaie avec une création qui s'appelle Solar et on en discutera avec la chorégraphe de cette création. C'est Karine Girard qui sera avec nous dans un instant. Ensuite, on vous emmènera au Clara Festival. Ce sera de la musique. On sera quelque part entre le jazz et la musique médiévale. C'est le contrebassiste Lennart Endels qui nous en parlera. Et puis, on terminera avec du théâtre. Je ne voudrais pas rater la fin du monde, tout un programme, c'est à voir au théâtre Marny et c'est Hélène Lacrosse qui nous en parlera. Fin d'émission, comme à chaque fois, un micro ouvert. C'est un visage que vous connaissez peut-être. Dominique Birinard est de retour à BX1 pour un conte. Ce sera en fin d'émission. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Karine Girard. Bonjour. Comment doit-on vous présenter? Comment doit-on me présenter? Danseuse, chorégraphe, voilà. Ouais. Depuis toujours? Depuis très longtemps. Danseuse depuis très longtemps, chorégraphe depuis une petite dizaine d'années, on va dire. Ouais. Monter un spectacle, préparer la création d'une œuvre, c'est un stress? Toujours. Ouais, c'est toujours un stress, mais en même temps, c'est un stress qui stimule, qui vous fait chercher des solutions, donc c'est toujours palpitant. Ouais. C'est plus agréable de danser soi-même ou de faire danser les autres? C'est différent et en même temps, des fois je me dis je préférerais continuer à danser encore parce que être chorégraphe, en fait, à un moment donné, on ne peut plus rien faire. On laisse les clés du bateau à ceux qui sont au plateau et on se dit « Oh, là, j'ai plus la main mise ». Donc c'est un peu, voilà, c'est la seule chose. Je ne sais pas si c'est lequel est le mieux. Les deux sont bien. Mais quand on est chorégraphe, on décide de la chorégraphie, on écrit les pas, les gestes. C'est une autre satisfaction. Elle est plus intellectuelle que le fait de danser ou pas? Oui, plus intellectuelle, on va dire, oui. Plus intellectuelle, je ne sais pas. Parce qu'en fait, en dansant, on n'est pas qu'un corps en mouvement, on est aussi un esprit en mouvement. Et donc, mais c'est vrai qu'en tant que chorégraphe, en effet, on est amené à plus se poser de questions sur le sens, pourquoi ce mouvement, par rapport à un texte, si c'est en tout cas à l'opéra, ou si c'est par rapport à une musique, quelle est l'intention et quelle a été l'intention du musicien ou du compositeur. Donc on se pose peut-être plus de questions sur le pourquoi, en fait. Est-ce que vous avez envie de vous asseoir? Bah oui. Oui. Alors vous pouvez prendre la place la plus à droite ou à gauche, sur la banquette. Alors, est-ce que vous êtes par là? Oui, voilà, c'est cette gauche-là ou cette droite-là. Ça dépend toujours du sens dans lequel on est. Vous avez parlé de théâtre et d'opéra. Vous êtes ici pour nous parler de la création de Solar. C'est le prochain opéra qu'on va pouvoir voir au théâtre de la Monnaie. Donc vous êtes la chorégraphe. Tout à fait. Un petit mot sur ce projet. C'est un opéra contemporain. La musique est signée Howard Moody. C'est une création à la Monnaie. Oui, c'est une création à la Monnaie qui a fait cette commande à Howard Moody et surtout aussi à sa fille Anna Moody pour le livret. Et donc voilà, donc tout est parti de là. À un moment donné, ils se sont dit, et Howard a déjà travaillé avec les enfants de la Monnaie, en fait, qui chantent. Et du coup, c'était vraiment ce point de départ et ce point de démarrage pour composer cette œuvre, en fait. Ouais. Donc ça s'appelle Solar. C'est effectivement la particularité d'être monté avec le chœur d'enfants et le chœur des jeunes de la Monnaie et puis l'ensemble de musique de chambre de la Monnaie. Je vous propose qu'on voit un petit extrait. Je vais tout de suite préciser, comme c'est une création, on n'a pas de vidéo du spectacle. On a une petite vidéo témoin des répétitions. C'est avec le piano à ce moment-là, donc il faut quand même imaginer que ce sera plus le piano la semaine prochaine, qu'on aura un ensemble de musique de chambre tout autour. Et c'est les imperfections d'une répétition, donc on va juste avoir un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance, on en parle juste après. Tout à fait.
Karine Girard, on répète, hein, ça ressemblera pas du tout à ça, il faut Ah oui, l'imaginer avec des cordes. Ce sera très différent musicalement, parce que vous avez quand même déjà une petite notion de ce que ça va représenter musicalement. Hein. Oui, oui, parce on a entendu il y a 2 jours la première orchestration, vraiment avec eux qui chantaient aussi ce qu'on appelle une italienne. Et donc là, on a vraiment entendu quelles allaient être les ambiances réelles, parce qu'au piano, c'est vrai que c'est pas toujours la même chose. On a la partition musicale, mais on n'a pas toutes les différences de niveau, voilà, des différents instruments, et c'est complètement différent. Ouais. Ouais, ouais. Ça va ressembler à quoi musicalement, si vous deviez le qualifier, l'expliquer? Alors musicalement, je trouve que c'est quelque chose qui est très groovy, qui est très jazzy presque, qui est très percussif. Voilà, qui est vraiment est très dansant en fait. Donc très rythmé. Très rythmé, ouais, et très très rythmé. Après avec des moments beaucoup plus, il y a un lamento à un moment donné beaucoup plus lent et beaucoup plus expressif par rapport au chant et beaucoup plus intense au niveau de l'émotion. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très mélodieux, très harmonieux, mais par contre voilà, très belle photo en répétition, et où vraiment on a cette idée de, enfin je ne vais pas dire qu'on va presque jusqu'à des sortes de mambo, de choses comme ça, mais il y a vraiment de cet ordre-là très très dansant et très entraînant. Ouais. Donc c'est un opéra contemporain, mais c'est pas de la musique contemporaine pour ceux que ça pourrait rebuter. Donc c'est Howard Moody qui est le compositeur et c'est sa fille qui est donc l'autrice du livret. Il raconte quoi ce livret? Ça s'appelle Solar, sous-titre Icarus Burning. On va brûler Icar? Et bien voilà, justement, c'est un peu, elle a vraiment pris ce mythe d'Icare et l'a un peu, elle, du coup, mis à une sauce vraiment très contemporaine. Elle a vraiment donné sa vision d'Icare, qui va en effet va pas se brûler les ailes justement à cette fin. Enfin, je vais pas vous donner la fin mais du coup, c'est plutôt le soleil est très central dans cet opéra, et le soleil il est représenté par les enfants, les petits. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui va essayer de brûler Icare, mais qui va au contraire essayer de l'aider à s'évader, à s'échapper, malheureusement à mourir quelque part pour s'enfuir de ce labyrinthe. Ouais. Donc ils sont très très présents, et le soleil est très présent, mais le soleil est porteur à un message beaucoup plus environnemental, on va dire, parce qu'il y a vraiment cette idée où il veut sauver la planète, il veut sauver tous ces personnages. Est-ce qu'il va y arriver? Voilà. Ça, c'est un peu le suspense. On vient de voir le tableau de Bruegel. Je voudrais qu'on le revoie peut-être plein cadre cette fois-ci. Ce tableau, il est magnifique. On a la chance de l'avoir à Bruxelles. Il est exposé au Musée Royal des Beaux-Arts. Icare, c'est la paire de jambes qu'on voit dépasser de l'eau en bas à droite. Dans ce tableau, il n'y a personne qui regarde Icare. C'est le point de départ de la commande du Théâtre de la Monnaie. Parce que c'est une commande du Théâtre de la Monnaie. C'est quoi? Ça veut dire que les Icare ou les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, ils sont dans l'indifférence générale? Voilà, c'est un peu ça le point de départ, c'est de se dire, voilà, est-ce que vraiment ces lanceurs d'alerte font, eux ils font un travail très, très important, mais est-ce qu'ils sont aidés et soutenus et regardés? Sur ce tableau-là, on a l'impression que non, en effet. Icare qui a essayé de faire quelque chose, ou en tout cas meurt, et son père, au contraire, Dédale, lui, qui a construit ce labyrinthe, qui a menti, qui a caché des choses, se retrouve à s'élever. Donc voilà, donc c'est le point de départ, et le point de départ d'Anna Moody, en tout cas pour écrire ce mythe, ce nouveau mythe d'Icare, qui est sa vision à elle. Vous dites bien le point de départ, ça veut dire qu'on s'est quand même assez fort éloigné de la mythologie. Oui, hein. on s'est très très fort éloigné de la mythologie. On garde ces personnages qui sont Dédalus, Minos, Icare et Thalus, qui sont les 4 personnages principaux, les 4 solistes d'ailleurs, professionnels. Et tout le reste, voilà, elle a voulu vraiment mettre les jeunes au centre de ce projet. Donc ces personnages-là sont là. Mais après, on a vraiment le soleil, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est le cœur des jeunes, des très jeunes, de 8 à 12 ans, et qui a une place prépondérante dans ce spectacle, qui est là tout le temps, qui rentre, qui sort, qui est là tout le temps, et qui concerne les gens, et qui comment dire, va pointer du doigt ou de leur regard ce que l'humanité fait et ce qu'elle ne fait pas, en fait. Ouais. Ils sont un peu notre conscience et nos représentants à nous tous. Voilà, exactement. Ils sont notre conscience, et ils sont la conscience du futur, en fait. Ils sont la conscience, ces jeunes représentent, vous nous laissez ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que c'est à nous de prendre en main les choses, en fait. À ces jeunes-là de prendre en main les choses, parce que les adultes ont failli, quelque part.
Alors, vous êtes la chorégraphe de ce spectacle. Je vous propose qu'on voit un deuxième extrait. C'est toujours pris pendant les répétitions, donc toujours avec un piano, toujours avec une prise de son et une prise de vue qui sont ce qu'elles sont. Ce sont des outils de travail. Mais on remercie le Théâtre de la Monnaie de nous les avoir quand même confiés pour qu'on puisse montrer un petit peu ce à quoi ça va ressembler. On va notamment voir votre travail, Karine Girard, et on va en reparler juste après. Voilà, on répète, vidéo prise lors des répétitions, la musique ne ressemblera pas à ça, et même le spectacle dans l'ensemble ne ressemblera évidemment pas à ça. Je me suis trompé ou c'est vous que j'ai vu à l'avant-plan, à droite, en bas de l'écran, Karine Girard? Non, c'est moi, les bras sur le... voilà, posé comme ça, oui, c'est... En plus, là, c'était la première fois où on le faisait en plateau, vraiment, où ils rentraient, donc c'est vraiment les tout débuts des premières répétitions en scène, donc ils ont notion de l'espace, mais d'un coup il y a les lumières qui sont là. On vous voit mimer les gestes et encourager la troupe, quoi. Voilà, là il faut, parce que là on n'a pas le choix, on a quand même 80 enfants de 8 à 17 ans, 18 ans même, donc il faut mener ça, il faut mener tout le monde, les emmener dans l'univers aussi et leur faire comprendre pourquoi ils font les choses. Oui, alors en tant que chorégraphe, vous avez travaillé avec des adultes, beaucoup. Vous avez travaillé à New York, à Barcelone, à Séville. Vous avez travaillé avec des metteurs en scène comme Jean-Louis Grinda. Vous avez accompagné un chorégraphe qui s'appelle Olivier Dubois. Vous faites partie de sa compagnie. C'est très différent de travailler avec des enfants, même si ce sont les meilleurs enfants du monde, parce que ce sont ceux de la Monnaie et de Bruxelles. Mais c'est très différent de travailler avec des enfants que de travailler avec des danseurs professionnels adultes. Oui, c'est différent et en même temps, non, c'est le même travail en fait, sauf qu'on adapte. On adapte le travail. Alors c'est différent parce que eux sont vierges de tout en fait. Ils attendent tout et en même temps ils proposent énormément. Après, un danseur professionnel, c'est son travail, donc il va obligatoirement. Il a déjà des compétences et il suffit de l'emmener sur un terrain, soit en le faisant improviser ou en donnant des mouvements et il va les interpréter. Là, il fallait même leur apprendre, pour certains, à danser. En fait, comment... Parce que ces enfants sont des choristes au départ. Choristes, donc ils sont à la Monnaie pour apprendre le chant, pour participer à des productions de l'opéra. La danse, c'est en plus en fait. La danse, il y en a certains, je pense qu'ils n'avaient jamais dansé, vraiment. Et ils acceptent facilement? Et oui, et je trouve qu'ils ont été... alors ils sont très bien accompagnés par toute l'équipe qui les entoure, et notamment le chef de chœur Benoît Gillot, qui font un travail formidable avec eux, qui déjà les mettent dans une situation, ils ne sont jamais en situation de chant sans jamais bouger. Ils sont toujours, même dans les échauffements, j'ai pu assister à des échauffements au tout début, où déjà ils les mettaient dans des situations de mouvement, de jamais être statique, droit, redressé, et c'est tout, quoi. Au contraire, qu'on doit avoir un corps souple. Donc déjà, c'était important de commencer par ça. Et après, moi, au fur et à mesure, je les ai amenés à bouger, à courir, à chanter en courant, à chanter en tournant, voilà, parce que la voix n'est pas la même quand on est en mouvement ou quand on est statique. Il faut la travailler, c'est un muscle qui se travaille et c'est l'association des deux qui fait la force
la chose en fait. Alors Mais, ça s'appelle Solar, c'est la semaine prochaine à la Monnaie, c'est une création mondiale, c'est à voir du 14 au 19 mars à la Monnaie. On a vu un petit peu le décor, on a vu un oui. petit peu les costumes. On est dans une ambiance, on retourne à l'époque grecque ou pas? Alors, Emily Lowers qui a fait les costumes et les décors a eu cette inspiration puisque le décor, comme vous pouvez voir, est en bifrontal. Donc il y a cette Bifrontal, arène. ça veut dire qu'il y a Il y a des spectateurs devant et derrière. Voilà, Hein. des deux côtés. Donc il y a cette idée de départ du quorum, de l'arène en fait. Et avec même les enfants qui représentent le soleil, ces sortes de flammes qu'ils ont, voilà, c'est une sorte de tunique un peu grecque quelque part qu'on pourrait avoir qui est très très haute sous la poitrine. Et voilà, mais après, il y a, voilà, l'inspiration ne va pas vraiment plus loin au niveau de l'antique. Voilà, donc il y a un clin d'œil à l'Antiquité, Voilà. mais on est dans un discours universel et qui se situe bien à l'époque moderne. Ça s'appelle Solar, la musique est d'Howard Moody, le livret, c'est-à-dire les chants, enfin les paroles, c'est de sa fille Anna, et donc la mise en scène de Benoît Deller-Snyder et la chorégraphie de Karine Girard. Et je rappelle les dates, c'est du 14 au 19 mars au Théâtre de la Monnaie. Est-ce que vous aimez la musique, vous qui êtes chorégraphe, Karine Girard? Oui, obligatoirement. Ouais. Est-ce que vous aimez la musique médiévale? Oui. Ouais. Est-ce que vous aimez le jazz? Ah, j'adore. Est-ce que vous pensez qu'on peut mélanger les deux? Oh, bah sûrement, pourquoi pas. Il y a des mélanges intéressants. Je crois créer un troisième mouvement, on va dire. Est-ce que vous connaissez Leonard Endels? Non. Eh bien, vous allez le découvrir. Leonard Endels, est-ce que vous pouvez vous présenter à Karine Girard? Bonjour, Bonjour. je m'appelle Lennart, je suis bassiste, synthésiste et compositeur. Je crois que je vais expliquer synthésiste peut-être un peu. C'est, je fais de la musique électronique qui est surtout basée sur faire de la synthèse en temps réel. Voilà, avec des synthétiseurs analogues. Ouais, et vous bidouillez un petit peu. Moi, je vous ai déjà vu sur scène, il y a plein de boutons dans tous les sens. Ouais, voilà, c'est aussi une façon de l'expliquer. Ouais. Vous avez dit bassiste. Alors, vous êtes néerlandophone, Lennart. Ouais. Vous êtes vraiment bassiste ou vous êtes contrebassiste? En fait, les deux. Principalement, je suis contrebassiste. Mais je fais de la basse électrique aussi. Voilà. Ouais. Alors, on vous invite pour parler d'un projet qui va être présenté dans le cadre du Clara Festival, qui accompagne la sortie d'un disque avec votre quartet. Ça s'appelle Codex au Soleil. On va reparler de soleil comme avec Solar? Ouais, c'est un peu. Ici, ça signifie autre chose, mais donc Codex au Soleil, l'idée, c'est de prendre les anciens codex, les anciennes partitions, et les mettre aux lumières la journée et de donner un nouveau point de vue dessus. Donc on a pris de la musique, surtout le XIVe siècle, et on l'a adapté dans un contexte jazz, mais jazz contemporain, donc qui inclut des électroniques, qui inclut de l'improvisation libre. Et voilà, c'est devenu un mélange qui va dans beaucoup de sens et qui raconte une sorte d'histoire avec des scènes différentes qui ont un son particulier par scène. Donc voilà. Alors, je vous propose qu'on voit un extrait en concert de ce quartet de Leonard Endels. On a choisi un petit passage qui va être justement l'illustration du passage d'une ambiance à une autre, d'une époque à une autre. On écoute. Ouais.
Alors, Karine Girard, première réaction à ce que vous venez d'entendre. Ah, intriguant. Intriguant. Intriguant, mais intéressant. Ouais, vraiment, parce qu'on reconnaît, enfin, on reconnaît pas, moi je ne suis pas spécialiste de musique médiévale, mais au tout début, on se dit oui, on est dans un truc assez classique peut-être, enfin classique, voilà. Et d'un coup, on bascule dans quelque chose qui nous emmène ailleurs, dans un autre voyage en fait. On a l'impression, j'ai l'impression d'avoir voyagé d'un endroit à un autre et de partir ailleurs, quoi. Voilà. Ouais. Alors, Lennart Handels, expliquez-nous, si on doit accréditer les droits d'auteur, qui est l'auteur de ce qu'on vient d'entendre? Donc la pièce qu'on vient d'entendre, c'est Belle Bonne Sage de Baud Cordier, qui est un compositeur du XIVe siècle. Et donc l'idée ici, c'est vraiment au début, on joue la pièce comme il est. Et après, comme vous dites, on part dans un monde complètement différent. Et donc l'idée un peu avec tout le projet, c'est de montrer que toutes les musiques, il y a des liens entre toutes les musiques. On fait pas c'est pas ah oui, on a cette époque-là qui a rien à faire avec ce qui venait après, mais tout est lié. Donc ouais, ça semble un peu loin, donc 14e siècle, et maintenant il y a des centaines d'années, mais en fait il y a des trucs qui sont hyper relevants aujourd'hui, et c'est ce truc-là que je trouve intéressant à mettre le focus dessus. Il y a 4 musiciens, on peut citer les 3 autres? Oui, donc le clarinettiste c'est Joachim Badenhorst, le violoniste c'est George Dumitriou, et Stenkos qui joue la batterie et qui fait les électroniques. Ouais. Est-ce que c'est très écrit ce que vous allez interpréter, ou est-ce que dans la grande tradition du jazz, il y a une grande part d'improvisation? Évidemment, il y a une grande partie d'improvisation parce que c'est ça que nous on aime faire, et c'est comme ça qu'on sait nous exprimer le meilleur. Mais il y a quand même comme ici, des partitions qu'on joue vraiment comme écrit à l'ancien. Il y a des partitions que j'ai adaptées un peu, ou des petits extraits que j'ai pris, où autour de ça, on peut faire ce qu'on veut un peu. Parce que cette liberté, c'est très important pour nous pour mettre notre voix dessus. Karine Girard, j'aimerais vous entendre sur la notion de partition. Quand on est chorégraphe, on écrit comment? Est-ce qu'on a un solfège avec une portée, des codes pour désigner des mouvements ou des positions sur un plateau, ou il n'y a pas d'écriture, il faut tout expliquer? Alors, il y a une écriture, après, il faut être spécialiste dans cette écriture-là. Moi, je ne le suis pas. Donc, moi, je fais beaucoup de dessins. Je dessine beaucoup. Ou alors, même sur papier, des fois un peu millimétré, je prends l'espace scénique et je positionne les danseurs et je donne leur parcours. Par exemple, j'aurais pu vous l'amener, j'ai une partition, j'ai le set qui est dessiné, le décor, et le déplacement des apprentis, des adolescents, parce que je leur ai fait toute une chorégraphie où ils ont 48 pas, donc 48 ans, où ils doivent simplement marcher dans l'espace avec des directions très précises. Et je leur ai donné des dessins en leur disant, voilà, toi, ton parcours, c'est ça. Donc toi, tu formes une sorte d'étoile, toi, tu formes, voilà. Et donc avec des mouvements précis, des choses précises. Donc je travaille beaucoup par dessin. Moi, c'est ce qui me permet de visualiser ma chorégraphie dans le déplacement. Après, dans l'écriture, en fait, elle est plus instinctive, en fait. Par rapport à j'écoute beaucoup la musique, énormément. Pour trouver le geste juste. Et après, ce qui m'aide énormément aussi, c'est le livret qu'a écrit Anna, avec les mots qu'elle a mis. Ce mot-là, quel mouvement je mettrais sur ce mot-là, voilà. Quel geste, voilà, c'est surtout ça qui m'aide. J'ai pas d'écriture, en fait. Je peux pas écrire. On peut écrire la partition, on peut écrire j'ai mis mon pied droit là, j'ai mis mon pied gauche. C'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a de l'improvisation en danse ou pas? Oui, bien sûr. Et même les enfants, moi, je leur laisse des moments de liberté, parce que je pense qu'un enfant, déjà, c'est important pour lui d'un seul coup, n'avoir qu'à penser à comment bouger et à comment se déplacer sans penser. On m'a dit de faire ça. Donc, ils ont des moments d'improvisation, ou même à un moment donné, moi, je les ai fait improviser en cercle. Donc, ils sont en giration, donc dans un cercle, ils courent, ils dansent, ils tournent, ils sautent. Ils ont des mouvements, puis
ils les mettent comme ils veulent. Et on s'est retrouvés à regarder la scène, et d'un coup, ça faisait une bourrasque de vent. Ils nous ont amené de l'air sur le plateau, pratiquement. Ça a fait, tout le monde a fait waouh. Et ça, je trouve que c'est important pour eux. Et donc, vous avez gardé ces choses-là. Donc, c'est une écriture, c'est un peu une écriture sur plateau, ce que vous avez fait? Non, là, c'est une écriture en studio. C'est-à-dire que moi, j'étais pas en plateau, on était vraiment qu'en studio. Et déjà en studio, on s'est dit, ouais, ça fonctionne. Ça, au plateau, ça marchera. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment des fois mais quand même, beaucoup de choses sont très écrites. Je sais, quand j'arrive, parce qu'avec des enfants en plus, mais même avec des adultes, j'arrive et tout est déjà plus ou moins écrit et je modifie certaines choses. Ouais. Lennart Händel, finalement, on voit que vous avez des pratiques qui sont pas si éloignées l'un de l'autre. Vous avez déjà écrit pour un opéra? Ça vous intéresserait? Ouf, j'ai jamais fait. En ce moment, c'est pas un truc qui est dans mon to-do list. Et mon to-do list est assez long. Mais on sait jamais. Moi, personnellement, j'adore la danse. Ouais. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ça vous a pas donné envie de dire tiens, j'aimerais bien travailler sur un projet comme ça? Oui, absolument. Pour moi, c'est plutôt la danse. J'adore la danse parce que j'aime bien ce qui est également avec la danse et la musique, c'est qu'il n'y a pas de mots. Et donc, tu peux exprimer quelque chose de plus profond, peut-être, qu'avec des mots qui est toujours. Pour moi, ça reste toujours un peu sur surface. Donc, moi, j'aime plus les abstraits. Donc, abstraction. Et puis, l'abstraction permet au public aussi d'imaginer quelque chose qui n'est pas ce qu'on a peut-être voulu dire. Enfin, ou en tout cas de laisser libre un champ qui s'ouvre au spectateur, de se dire moi j'ai pensé ça, super, très bien. Lennart Händel, donc il y a ce concert, ce sera à Flagey, c'est le 17 mars. Je précise que c'est sur l'heure de midi pour ceux qui veulent aller le voir. Mais il y a aussi un album qui va sortir. Vous avez enregistré cette musique, hein? Oui, donc on a fait la première l'année dernière de single à Anvers. Et après on est entré en studio et on a enregistré le répertoire. Et la semaine prochaine, c'est l'album release. Et donc, on release sur vinyle et digitalement. Ouais. Et ça se vend encore, les disques? Est-ce que c'est important, les disques, ou est-ce que ça se vit en concert, la musique, notamment votre musique, quand on parle de jazz? Je dois dire qu'avec ce projet-là, on a vraiment fait beaucoup d'attention à l'enregistrement. On ne voulait pas juste que ce soit ce qu'on jouait en live, qui est exactement comme en live sur le disque. Donc on a vraiment un peu produit et créé des différents espaces avec des reverbs différents, vraiment fait des choix dans le mixage, que ce soit... Parce que c'est une... Il y a des choses en studio qu'on ne peut pas reproduire sur scène? Comme on utilise des électroniques, il y a des moyens assez faciles de prendre des trucs qu'on a fait sur l'album et les amener sur le podium. Mais ce sera un peu différent parce que c'est une autre... une autre production, un autre mixage. Donc pour le concert, c'est le 17 mars, c'est à Flagey. Et pour l'album, on le trouve chez les bons disquaires et j'imagine en ligne sur les bons marchands de musique. Voilà. Je voudrais qu'on parle un instant du Clara Festival, Lennart, parce que vous vous produisez dans le cadre du Clara Festival, qui est le grand festival organisé donc, par les collègues de la VRT. Ça se passe à la fois à Beaux-Arts et à la fois à Flagey. Pour votre concert à vous, c'est à Flagey. Il y a quand même... Barbara Hannigan, ça va dire quelque chose à Karine Gérard. Tout à fait. Il y a des gens comme Brad Medlow, grand pianiste de jazz. C'est un honneur quand même d'être dans le Clara Festival, non? Oui, absolument. Je suis ravi qu'on a eu cette opportunité, absolument. Ça, c'est du 10 au 26 mars. Le Clara Festival et donc le 13 pour le concert de Lennart Händel. Est-ce qu'on a parlé d'opéra, on a parlé de musique, est-ce que vous avez envie de parler de théâtre, Karine Girard? Volontiers, j'adore. Est-ce que vous connaissez Hélène Lacrosse? Non. Vous allez la découvrir. Bonjour. Hélène Lacrosse, pouvez-vous vous présenter à Karine et à Lennart? Oui, donc je suis metteuse en scène.
philosophe aussi, comédienne. Et voilà, je travaille, j'ai terminé mes études en 2016 à l'INSAS. Et depuis, j'ai fait des créations. J'ai commencé au Théâtre National en création collective, avec Fluorescence Collective. Et puis, j'ai fait deux œuvres après, en tant que metteuse en scène, dans la dernière dans laquelle je jouais aussi. Et voilà, et là, je reprends la création collective avec le groupe Sanguin au Théâtre Marny. Et donc, je viens vous parler de cette création-là qui s'appelle « Je voudrais pas rater la fin du monde ». Okay. Voilà. Création collective, est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire? Oui, alors, donc c'est à chaque fois différent, j'imagine. Mais donc ici, on a travaillé à 4. Donc on est 4, enfin, on n'est pas 4, on est 4 acteurs, metteurs en scène et voilà, écrivains. Et puis il y a aussi une scénographe, Morgane Stegers, un compositeur musical, Gary Decarte, et un créateur lumière, Clément Papin, qui nous aident vraiment à voyager, qui font un travail magnifique, qui portent vraiment ce travail. Mais après, donc, on est 4 à devoir à écrire, à devoir se mettre d'accord sur chaque mot, sur chaque geste, sur chaque image qu'on voit sur scène. Donc c'est vraiment une aventure, c'est vraiment pour moi un laboratoire de la démocratie, de l'intelligence collective, de comment quels outils on met en place. On sent vraiment... Ça veut dire qu'on écrit en jouant au fur et à mesure des répétitions? Oui, absolument. On Mais continue à changer le texte chaque jour. Hélène Lacrosse, est-ce qu'il y a quand même une idée de départ, un projet? Est-ce qu'on connaît déjà le dénouement quand on se lance dans le projet ou pas? Oui, en tout cas, moi, donc, ils m'ont contacté il y a un an et voilà, il y avait déjà des bribes de texte, mais on a continué à l'écrire encore jusqu'à l'éprouver au plateau. Il y avait une idée de base, évidemment, il y avait la narration qui était déjà, l'idée de la narration était là. Après, créer les scènes, tout ça change beaucoup. Une fois qu'on arrive au plateau, il y a vraiment des... Voilà, on éprouve le texte et puis en fait, on se rend compte de ce qui marche et de ce qui marchait dans notre tête. Donc, Lennart Händel, c'est un peu la démarche des jazzmen, ça, non? Oui, c'est un peu le même c'est une parcours démocratie. qu'on a. Ouais, votre quartet, il porte votre nom. C'est une démocratie ou pas? Non, c'est une dictature. Non, je rigole. Non, en fait, c'était très démocratique aussi, comme on a créé ce projet. Tout le monde a amené des idées et il y a des idées de tout le monde dedans. Et aussi, l'idée que j'avais au départ, ça a beaucoup changé pendant les répétitions, les résidences. Et c'est ça que j'aime bien, qu'il y a les personnalités de tout le monde un peu dedans. Ça enrichit le spectacle. Ouais. Nous aussi, c'est vraiment un mutant, j'ai envie de dire, de nos 4 personnalités. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, sur l'écriture, je trouve que c'est vraiment très intéressant quand on écrit une première version et puis dès qu'on est un peu bloqué, hop, l'autre reprend la copie, continue, il change des choses et il faut vraiment accepter de lâcher beaucoup, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ce processus créatif pour tous les 3, il prend combien de temps? Quand on parle de Solar, quand on parle de Je voudrais pas rater la fin du monde, quand on parle du Codex au Soleil, on a mis combien de temps pour arriver à la forme finale, tous les 3? Karine Girard, pour commencer. Nous, on n'a pas mis tellement de temps parce que ça a été très rapide. Je crois que la première réunion qu'on a eue tous ensemble, c'était en juin dernier. Et Anna, qui a écrit le livret, avait commencé, donc nous a fait une première lecture en juin dernier de son livret. Donc c'est 9 mois à peu près. Donc elle a commencé il y a un an, on va dire qu'il y a eu un an. Et nous, à partir de septembre, après juin, on a commencé tous à penser de notre côté. Et à partir de septembre, avec le metteur en scène Benoît de Lerschneider, on s'est beaucoup mis ensemble pour commencer à penser les scènes en fait. Donc ça a été assez rapide. Donc 5-6 mois. Ouais. Je voudrais pas rater la fin du monde. Temps de création. Donc moi, ça fait un an que j'ai rejoint le collectif, mais eux, ça doit faire 3-4 ans qu'ils sont dessus. Et en général, moi, c'est quand même les temps de création, pour demander les sous, pour écrire les dossiers, et puis écrire la pièce, et puis tout le travail de création. En général, sur le plateau, c'est, je dirais, entre 6 semaines et 8 semaines. Mais plusieurs années en amont. Lennart Händel, le temps de penser Codex au Soleil et de le réaliser? On a commencé à répéter septembre 2021. Et donc, l'idée était déjà, je crois que
un an avant, j'avais déjà l'idée et donc pour tout organiser et pour avoir un peu de budget pour avoir les résidences et tout ça, donc 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est un projet de longue haleine là aussi. Ouais. Alors je voudrais qu'on revienne à, je voudrais pas rater la fin du monde. On était dans la mythologie, la chute d'Icare, mais aussi les préoccupations environnementales et la citoyenneté avec Solar. On était dans la musique médiévale et l'héritage musical que la musique d'aujourd'hui porte et le croisement entre les différents styles. On va être dans quelle ambiance si on va au Théâtre Marny? Ouais. Je dirais que c'est une... On va voir des images en même temps, comme voilà, ça on va avoir une idée. C'est une fable de science-fiction, un peu burlesque par moment, et qui bascule dans un univers totalement... Donc on est dans l'espace, hein. On va vers Proxima Centauri, on est donc 4 personnes, un peu des activistes militants qui volent une navette de la NASA. On est dans un futur un peu, on ne sait pas très bien, mais disons dans 50 ans, 100 ans. Et donc on vole une navette, on va vers Proxima Centauri, donc tout ça se passe dans la navette spatiale. Et puis voilà, et puis en fait on est dépassé par les événements et on crée une forme de vie, une espèce d'hybride entre le mycélium, parce qu'on part donc avec du mycélium qui est le corps souterrain des champignons, les racines, enfin tout. Donc on crée un hybride entre ce champignon et nous, dans la navette, et donc il va tout à coup bouleverser la vie de la navette parce qu'on va tous être tout à coup pris par c'est une reconnexion à la vie, à soi-même, peut-être à l'amour. Et donc on décide de rentrer en fait sur scène. On va pas tout dire, faut pas tout dire. Ah oui, pour donner quand même un peu de suspense pour ceux qui vont aller le voir. En tout cas pour dire qu'il y a une bascule d'univers à un moment donné. Mais l'idée au départ, c'est quand même se dire on doit fonder une nouvelle humanité. Il faut sauver l'humanité un petit peu. Hein. Il y a ça dans l'idée de départ. Il y a ça dans l'idée de départ, mais quelque part, donc on part pour sauver l'humanité, en tout cas pour sauver la biosphère, effectivement, et donc on part avec une banque de données génétiques pour les générations futures, pour venir nous rejoindre là, sur cette planète. Après, quelque part, on part pour dénoncer un modèle, un système, et en fait, on ne se rend pas compte qu'on part faire la même chose quelque part, parce qu'on abandonne la Terre, on la traite comme quelque chose de jetable, comme s'il y en avait d'autres, et qu'on pouvait juste aller recréer. Donc finalement, il y a quand même cette idée on part pour sauver l'humanité, mais finalement... finalement, c'est plutôt nous en fait qui devons muter, qui devons changer, qui devons peut-être accéder à une conscience un peu et une responsabilité différente. Karine Girard, vous voyez des correspondances entre ce qui vient d'être dit et l'argument de Solar ou pas? Ah bah oui, tout à fait, parce que justement, l'argument premier d'Anna, c'était vraiment de dire voilà. Qu'est-ce qui peut faire changer l'humanité? Il y a vraiment des connexions. J'entends vraiment. Est-ce que vraiment on est responsable et on abandonne un peu les choses? Les adultes quelque part dans Solar abandonnent un peu les choses ou les maltraitent encore plus et par leur ambition, manipulent tout ça. Et en fait, est-ce que là pour le coup c'est l'enfant, c'est vraiment est-ce que l'enfant peut essayer de leur faire ouvrir les yeux? Il y a à un moment donné, c'est wake up, open your eyes. Et c'est ce que disent les enfants à tous les adultes en fait. Mais ouvrez les yeux, réveillez-vous, mais faites quelque chose, quoi, parce que là, donc là, je vois des corrélations très fortes entre ces deux spectacles, quoi, et en effet, à la fin, ça revient, vous revenez sur Terre à la fin, en fin de compte, je veux dire, peut-être, enfin, tout il y a eu ça qui a été lâché, mais peut-être qu'il y a un retour. Et en effet, est-ce qu'il faut ne pas l'abandonner et la transformer? Et c'est ça, la transformation, en fait. Ces enfants amènent la transformation. Il est question aussi de paternité et de maternité, dont je ne voudrais pas rater la fin du monde, mais on ne va pas tout dire. Lennart Handels, cette problématique du climat, de l'environnement, de la responsabilité de votre génération, ça vous touche aussi ou pas? Ou quand on est un musicien, ce n'est pas le propos? Ça me touche évidemment. Je crois que c'est un des plus grands challenges dans ce monde aujourd'hui. Après, comme moi je fais de la musique, la liberté dans la musique, c'est juste de pas devoir expliquer tout et pas de devoir faire de rester abstrait. Donc, je dois dire que dans ma musique, je n'inclus pas trop des
Il n'y a pas de idées. message. Oui, j'ai pas, ça ne m'intéresse pas trop de mettre des messages concrets dedans. Je crois que c'est plus, il y a l'idée de liaison entre des différentes époques, des différentes musiques. Il y a si vous voulez, vous pouvez voir une sorte de universalité entre des humains dedans, mais j'aime plus laisser ça libre pour tout le monde de faire une histoire eux-mêmes. D'interpréter. Ouais. Hélène Lacrosse, est-ce qu'il y a un message dont je ne voudrais pas rater la fin du monde? En tout cas, je rejoins sur le côté symbolique, ouais, l'envie de plutôt essayer de toucher par l'émotion, par nous aussi, c'est plutôt ça. Un message, eh bien donc en fait, il y a cette idée de juste la fin du monde, oui, parce que hier on a eu des scolaires et donc on parlait de cette fin du monde voilà, on s'est redit, c'est métaphorique en fait. Pour moi, c'est vraiment la fin d'un monde, c'est la nécessité quelque part d'aller à la fin d'un certain modèle qui est peut-être ce modèle patriarcal, colonisateur, où même on a ce rapport avec la terre, où on exploite, où on n'est pas dans une relation de symbiose d'inter-échange, mais de prendre. Et donc j'ai l'impression que que ce serait ça, c'est cette séparation de l'homme et de la nature qu'il faut en fait repenser. Et il faut aller vers, j'ai envie de dire vers une conscience plus grande. Ouais. On voit les images, hein, on voit que vous êtes dans cette espèce de costume de spationaute, cette combinaison. On voit qu'il y a des outils de commande, on voit qu'il y a un laboratoire. Vous pouvez nous parler de votre personnage en fait? Vous êtes qui dans cette pièce? Il y a des marionnettes aussi qui sont c'est notre scénographe qui les a fait. Ces marionnettes qui représentent les parents peut-être, ou en tout cas tout ce que chez nous on n'arrive pas à changer sur Terre. On aimerait changer, on aimerait arrêter de prendre la voiture, on aimerait peut-être, ça se passe à Noël, on aimerait pouvoir vivre, consommer d'une autre manière, mais on n'arrive pas à changer. Donc ça, il y a ces marionnettes. Et par rapport à mon personnage, donc finalement, elle a un parcours assez, elle change vraiment du tout au tout. Elle commence dans un truc très cartésien, scientifique. Voilà, donc elle travaille biochimiste spécialisée dans l'hybridation. Elle cherche à créer des nouvelles espèces. Elle est un peu la mère de la rigueur, quoi. Hein. Oui. Et alors, le contact physique, vraiment, elle a un problème avec tout ça, c'est inspiré évidemment de tout ce qu'on a vécu. Donc, elle se désinfecte les mains toujours. Elle veut pas qu'on la touche. Elle veut pas. Et donc, l'arrivée de ce mutant dans le vaisseau va, tout à coup, ça dérape. faire qu'elle a envie, en fait, de... Enfin, il y a une espèce de connexion, il y a une sensation de connexion avec une empathie. Ouais. Et donc, voilà. Vous diriez que c'est de la science-fiction, la pièce que vous avez écrite? Ou que c'est autre chose? Oui. Il y a une atmosphère, en tout cas, de science-fiction. Il y a une atmosphère de science-fiction. Je pense que c'est vraiment une phase de science-fiction. C'est surtout Adrien Hope qui est vraiment fasciné par Asimov, tous les auteurs. Voilà, moi, c'est pas forcément ma spécialité, je dirais, la science-fiction. Moi, c'est plutôt, je dirais, la partie après chamanique, en fait. Ouais. On vient de voir l'image, hein, c'est la scène de fin. Ouais. Là, on se retrouve. C'est quoi ce décor? Alors ça représente le mycélium, donc un grand. On est dans une grotte à la fin. Bon, je dévoile un peu tout, mais je pense que ça vaut quand même la peine de venir le voir. C'est pas juste la narration, c'est la manière dont. Oui. Voilà. Parce que c'est aussi une des réussites du spectacle, c'est de créer des ambiances, de créer des images et que ces images s'impriment dans notre rétine. Et je trouve vraiment que la scénographe a fait un magnifique travail. Et ce réseau de mycélium, il est vraiment c'est ce réseau et donc il est sonore aussi. Donc quand on le touche, il y a des notes. La musique est assez importante aussi pour mon personnage et dans la pièce. Il y a cette connexion qui se crée par la musique aussi. Et en même temps, il y a une certaine économie, parce qu'il n'y a pas
des décors de dingue, hein. C'est pas la même production qu'à l'opéra, hein. On a un peu Ça, moins c'est d'argent sûr, non. quand on fait du théâtre, mais vous avez inventé des petits trucs. Par exemple, les personnages, ils se déplacent en suivant un couloir bien précis. On imagine bien que ce sont les couloirs d'une navette, enfin d'un vaisseau spatial ou d'une station orbitale, et ça suffit à faire fonctionner notre imagination. C'est ça aussi le but du jeu, hein. Oui, oui, on est parti à un moment donné sur des choses plus illustratives, voilà, et en fait, on aime bien laisser l'imaginaire du spectateur remplir les vides. Donc, c'est vrai que c'est assez minimaliste comme scénographie, comme décor. Et... Alors ça s'appelle « Je voudrais pas rater la fin du monde ». Il faut se dépêcher parce que c'est la semaine prochaine, c'est jusqu'au 18 mars. Il y aura peut-être des prolongations après, mais pour l'instant, c'est jusqu'au 18 mars et c'est donc au Théâtre Marny. Il y a tous les renseignements sur le site du Théâtre Marny. Est-ce qu'on vous a donné envie, les uns les autres, d'aller vous voir, d'aller vous écouter, d'aller essayer de comprendre le travail de l'autre? Ah bah oui, hein. Ouais, Obligatoirement. absolument. Ah ouais, enfin, c'est palpitant d'entendre parler en fait les personnes de leur spectacle et de voir quelques images. Je trouve que ça me donne envie, vraiment. Ouais, Beaucoup, oui. ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, ça me donne même envie de Oui, travailler avec oui, vous. Il y a un truc, je dis, ouais, il y a quelque chose, c'est enthousiasmant, je trouve, de Ouais, cette absolument. rencontre, cette mise de nous trois. On se serait peut-être pas rencontrés comme ça, mais là on se rencontre Ouais. là et il y a des corrélations en fait. Ouais, je trouve. absolument. Ouais. Mm. Alors, puisque vous êtes des artistes qui travaillez tous les trois sur le long terme, juste une question, c'est quoi le spectacle d'après? Karine Girard, sur quoi est-ce que vous êtes déjà en train de travailler? Alors, là, plutôt à l'opéra, si on fait beaucoup ça, on fait beaucoup de reprises de spectacles, on tourne beaucoup. Donc là, les prochains, c'est plutôt des reprises. Là, j'ai fini une création avec une compagnie la semaine dernière d'ailleurs. On était en première, une compagnie de danse et théâtre et circassien. Donc, qui mélange un peu tout ces trois disciplines, qui est la compagnie Traction. Et voilà, donc ça c'est ça, là on vient de finir, donc on espère tourner. Et puis je travaille toujours avec Olivier Dubois, donc on tourne toujours les spectacles, voilà. Ouais. Et Elle Lacrosse, déjà le spectacle suivant ou pas encore? Moi, je suis sortie il n'y a pas longtemps de ma création précédente. Je crois que j'ai besoin de laisser un petit peu Donc, décanter les choses. Petite pause. Je suis assez Mais d'accord. ouais, vraiment, c'est nécessaire. Voilà, mais moi je sais que vraiment j'avais commencé ma création avant l'époque du Covid et tout ça, et donc j'ai eu tout à coup le Covid qui m'a arrêtée et j'ai repris juste après, donc je l'ai créé, mais j'avais vraiment une sensation de maintenant voilà, le monde a changé, j'ai envie de parler de ce nouveau monde en fait. Donc oui, le temps de encore un peu comprendre. Mais la marionnette me plaît vraiment beaucoup, j'ai très envie de travailler avec une petite marionnette. Petit Ouais. indice. Ça c'est intéressant, je trouve. Ouais. Lennart Endels, prochain spectacle après Codex au Soleil? Je sais pas exactement encore. Ben, je suis toujours en train d'écrire de la musique et là en ce moment je crée beaucoup de musique électronique juste pour mon projet solo. Donc je crois que j'aurai quelque chose. Ben, j'ai plein de choses que je trouve aujourd'hui que c'est bientôt fini, mais après pour vraiment le finir ça prend beaucoup de temps. Donc, mais je crois que ça va être quelque chose d'électronique. Voilà. Et on verra la suite. La Monnaie, le spectacle Solar, c'est du 14 au 19 mars. Lennart Endels avec le Codex au Soleil. Il y a donc un enregistrement qui sort maintenant et il y aura le concert le 17 mars à Flagey. Et je ne voudrais pas rater la fin du monde. Je voudrais pas rater la fin du monde. C'est au Marny, c'est jusqu'au 18 mars avec le groupe Sanguin. Merci à tous les trois. On va terminer avec un micro ouvert comme chaque semaine. C'est Dominique Brinard qui est dans le micro ouvert cette semaine. C'est un conteur et il va nous parler de ce qui est plus précieux qu'un diamant. On dit souvent que les contes sont faits pour endormir les enfants. Peut-être pas. Peut-être les contes sont-ils là plutôt pour éveiller ou réveiller les adultes. Tenez, cette histoire par exemple. Alors le personnage au départ, c'est un vieil homme qui a l'habitude de marcher. Oui, il a déjà derrière lui nombre de kilomètres parcourus à travers les champs, à travers les plaines, au flanc des montagnes. Et un jour, cet homme, traversant une rivière dont le lit est asséché, trouve une pierre. Mais pas n'importe quelle pierre, une pierre superbe qui brille. Alors, automatiquement, comme il la trouve jolie, il la prend et la met dans sa besace.
Et le soir venu, au coin du feu, après son repas, il sort la pierre de sa besace, la regarde attentivement et profite des reflets du feu dans ses 1000 facettes. Et ainsi de suite, chaque soir, il recommence ce même rituel. Et puis voilà qu'un jour, il croise un autre voyageur. Alors celui-là, il s'appelle Milos, c'est un fort gaillard, grand, costaud, plus jeune bien sûr. Et comme bien souvent, quand on se rencontre entre voyageurs, eh bien on fait un bout de chemin ensemble. Le soir venu, tous deux partagent le repas et au coin du feu, le vieux sort la pierre de sa besace, tandis que son compagnon, lui, se bourre une pipe. Mais il aperçoit cette pierre. Et cette pierre brille. Il se dit que c'est une pierre sûrement précieuse, peut-être même un diamant. Dis-moi, l'ami, pourrais-tu me montrer la pierre que tu as là ? Et Milos se rend compte qu'effectivement, cette pierre est une pierre sûrement précieuse. Celui qui la possède pourrait devenir riche. S'il l'avait, il pourrait avoir un toit, il ne devrait plus voyager. Mais cette pierre ne lui appartient pas, à moins que... Ah oui, c'est que Milos, il a avec lui un grand couteau et que le vieux ne lui résisterait pas bien longtemps. Dis-moi, l'ami, serais-tu prêt à te séparer de cette pierre ? Mais oui, pourquoi pas, répond le vieux. Si tu la trouves si jolie, si elle te plaît, qui serais-je pour te refuser de la prendre ? Milos est un peu surpris, mais cela l'arrange, pas de résistance. Tant mieux, il n'aime pas trop se battre. Le lendemain matin, les deux hommes se séparent, chacun prend son chemin. Et Milos, bien sûr, prend le chemin de la ville, parce que là, il sait qu'il va pouvoir échanger cette pierre si précieuse. Une pierre précieuse, si facilement acquise. Si facilement acquise. C'est étrange, parce que le vieux, il aurait dû connaître la valeur de la chose. Il avait l'air instruit. Alors pourquoi une pierre si facilement acquise ? Et tout au long de son chemin, il se répète cela, si facilement acquise. Et au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il doit savoir, il rebrousse chemin. Il doit bien marcher parce que le vieux, il a déjà pris de l'avance et c'est seulement le soir qu'il le retrouve. Au coin du feu, bien sûr. Il s'assied à côté de lui et lui dit... Reprends ta pierre. Je n'en veux plus. Tu n'en veux plus ? Non. Non, je voudrais maintenant, si tu veux bien, si tu le veux bien, je voudrais quelque chose de plus précieux. Je voudrais que tu me donnes, oui, que tu me donnes ce qui t'a permis de me la donner. Voilà toute l'histoire, toute simple. Et les histoires sont faites pour voyager, alors je lui souhaite bonne route pour qu'elle arrive jusqu'à vos oreilles, et peut-être même, telle une petite graine, arrivera-t-elle à se planter dans votre cœur. Ce qui est plus précieux qu'un diamant, conte de Dominique Brinard. Dominique, vous pouvez le retrouver tous les 3e vendredis du mois pour une soirée qui s'appelle les apéros contes. Ça se passe à l'Ultime Hallucinati, qui est un très beau café à Schaerbeek. Le prochain apéro conte, c'est le 17 mars et il y a tous les détails sur le site racontance.be. C'était Connaissez-vous. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.